Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là pour démarrer l'après-midi autour de la décarbonation du transport routier et des solutions dédiées en la matière. Donc penser la décarbonation du transport et de la logistique sans évoquer le transport routier, ce serait vraiment un non-sens. Il est impératif encore plus que jamais de réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules, que ce soit des poids lourds sur les longues distances ou que ce soit des véhicules intermédiaires pour tout ce qui concerne le dernier kilomètre et la logistique urbaine. Donc voilà, cette conférence, c'est une façon de mettre en avant des solutions innovantes, des initiatives pour accompagner cette transition vers des modes de transport plus écologiques. Alors, on a eu une défection. Donc voilà, Louis Dupasquier, qui est directeur des mobilités décarbonées de Vinci Autoroutes, s'excuse, il ne pourra pas être là. Nous avons Anjali de France Hydrogène qui devrait arriver, qui est en route. Donc on va démarrer en attendant qu'elle arrive. Et puis je vais vous laisser prendre la parole, faire le petit tour de table, vous présenter chacun d'entre vous et présenter les organisations que vous représentez aujourd'hui. Oui, bien, merci. Donc je suis Denis Benita, donc j'appartiens à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et donc au sein de l'ADEME, je fais partie du service transport et mobilité. Voilà, on est une 60aine de personnes réparties sur 2 sites, Sophie Antipolis près de Nice et Paris. Merci, bonjour à tous. C'est Erwan Cottard, président de France Mobilité Biogaz, l'ancienne association française du gaz naturel véhicule. Une centaine d'adhérents et plus sur un écosystème global de la filière biogaz qui est représenté d'ailleurs aujourd'hui par un stand avec des méthaniseurs dans la partie amont, des transporteurs, des logisticiens, des énergéticiens et des fabricants de matériel, notamment de camions. Bonjour à tous, donc Noémie Felboer, je suis directrice de la transition énergétique chez Epner. Epner est commissionnaire de transport, spécialiste des flux internationaux, au départ à destination de la France. Comme on est commissionnaire, on a un bilan carbone qui est à 97% dû à nos opérations sous-traitées. Et on a un parc de camions donc de à peu près 300 véhicules et 500 000 m² de bâtiments. Et tous ces chiffres qu'on va développer plus tard, ça montrera aussi tous les enjeux qui sont liés à notre stratégie de décarbonation chez Epner. Bonjour à tous, Eric Darcel. Je suis référent énergie alternative chez Renault Trucks. Donc Renault Trucks, je pense que vous connaissez tous, constructeur de camions, environ 8000 collaborateurs. Et je travaille au déploiement donc, des énergies alternatives dans les centres de distribution qui appartiennent à Renault Trucks. Donc ça couvre les agglomérations de Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille. Donc c'est à peu près 20 sites pour à peu près 700 collaborateurs. Donc l'idée c'est d'accompagner nos équipes, mais aussi les clients dans le cadre de leur plan de décarbonation. Alors, on sera bientôt rejoint par Anjali Armoudoum, qui est chargée de mission mobilité hydrogène pour France Hydrogène. Voilà, je l'introduis rapidement parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de le faire quand elle arrivera, mais elle arrive. Avant ça, je vous dis... Ah bah, la voilà, je crois. Voilà, la voilà. Bon, on va l'attendre du coup. Mais c'est gênant du coup. Bon, on va continuer. Du coup, avant ça, Denis, je vais vous laisser la parole pour que vous présentiez une note produite par l'ADEME. Je vous laisse libre accès. Alors oui, en effet, on est en train de travailler sur une note qui parle des différentes filières alternatives pour les poids lourds. Alors cette note aurait dû être finalisée et publiée pour le salon, mais comme toute note qui se respecte, on a pris du retard. Donc elle sera publiée sûrement dans les 3 à 4 semaines qui suivent. Elle est actuellement en cours de relecture. Voilà, donc c'est une initiative propre à l'ADEME et qui se veut être en fait un outil à destination des transporteurs, un outil d'aide à la décision. Et dans cette note d'une 30aine de pages, on évoque différents aspects. Alors on parle un petit peu de réglementation au début, puisque c'est quand même le point de départ finalement. Hein. On sait tous qu'en 2040, on vise moins 90% d'émissions de CO2. Donc pour faire moins 90%, il faut mettre en place des alternatives à la filière diesel. Donc c'est quelque part c'est un peu le point de départ de la note. Et puis on indique également d'où on part, c'est-à-dire quel est l'état du parc actuellement pour les camions. Donc en 2023, les statistiques nous disent qu'on a 98% du parc qui est composé de camions diesel et 1,5% de camions GNV, le reste étant des camions qui fonctionnent au biocarburant ou des camions électriques. Donc on voit qu'on part de très très loin.
Et l'idée, ce qui figure dans la feuille de route qui a été publiée, feuille de route véhicules lourds qui a été publiée l'été dernier, l'idée c'est d'arriver à un équilibre en 2030 entre les camions électriques et les camions diesel et d'arriver à 80% de camions électriques en 2040. Donc vous voyez qu'on part de quasiment zéro et on a à peine une quinzaine d'années pour arriver à ce résultat-là. Donc dans la note, on va expliquer ensuite quelles sont les différentes alternatives à la filière diesel. Donc pour nous, il y en a 5. La première, c'est les carburants liquides bas carbone, donc ce qu'on appelle le B100, le HVO, les électrocarburants. Donc on voit ça comme une solution un petit peu de transition en attendant l'arrivée de véhicules électriques un peu moins chers ou de véhicules hydrogène. Ce sont des solutions qui sont faciles à mettre en place avec une cuve dédiée au dépôt. Et on a le carburant B100 qui aujourd'hui permet de respecter le critère 1 par exemple. Donc voilà, on parle de tout ça dans la note. On évoque aussi les électrocarburants. Alors c'est un sujet qui est un peu plus controversé. Vous savez, les électrocarburants, donc on utilise de l'hydrogène et du CO2 pour fabriquer donc des carburants de synthèse. Alors c'est surtout les constructeurs allemands qui mettent ça un petit peu en avant, beaucoup moins en France. Donc voilà, dans la note, on explique un petit peu quels sont les inconvénients de ce carburant qui, au niveau énergétique, n'est pas très efficient. Donc la deuxième filière que l'on évoque, c'est la filière gaz. Je pense que Erwan pourra vous en parler bien mieux que moi tout à l'heure. Donc la filière gaz qui est aujourd'hui la filière la plus mature, j'ai envie de dire, pour remplacer la filière diesel. Ça existe, ça fonctionne. On a du gaz comprimé, on a aussi du gaz liquéfié. Alors peut-être pas encore dans sa version bio pour l'instant, mais on sait que ça va arriver. Plus de 300 stations disponibles pour les poids lourds en France, donc un réseau qui est déjà assez conséquent. Donc la troisième filière, c'est évidemment le véhicule électrique à batterie, celui qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Pour avoir été donc au salon Solutrans il y a quelques mois sur Lyon, on a vu que les constructeurs mettent en avant leur offre de véhicules électriques. Il y a 2 ans, on voyait plutôt des véhicules hydrogène. L'année dernière, on a vu plutôt des véhicules électriques. Donc on a le sentiment qu'il y a de la part des constructeurs un petit pas en arrière sur l'hydrogène au profil électrique. Et la plupart des constructeurs visent 50% de leurs ventes en 2030 en véhicules électriques. Évidemment, il y a encore des freins au développement de ce type de véhicules, notamment le coût à l'achat. On sait tous qu'il y a un gap à passer et c'est pour ça que l'ADEME a mis en place un appel à projet dédié écosystème poids lourd électrique qui a bien fonctionné en 2023, qui va être reconduit en 2024 avec 130 millions d'euros d'aide pour acheter des camions électriques et les bornes de charge associées. On voit aussi qu'il y a des initiatives qui se mettent en place de manière parallèle. Le réseau Mylands, par exemple, avec 3 grands constructeurs pour développer un corridor avec des bornes de charge rapides. Le projet ECTN porté par Seva Logistics qui vise en fait à expérimenter la mise en place de terminaux équipés d'infrastructures de charge qui permettraient à une remorque de transiter à travers la France en faisant des sauts de puce d'un terminal à l'autre et à chaque fois en étant détaché puis rattaché à un nouveau tracteur à énergie verte. On parle aussi dans la note des autoroutes électrifiées. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment puisqu'il y a 2 projets qui ont été financés récemment par la BPI. Alors Vinci aurait pu nous en parler, mais bon, pas de chance, il n'est pas là. Donc c'est un sujet qu'on regarde de près à l'ADEME aussi, puisqu'en fait on regarde vraiment toutes les énergies, toutes les alternatives. On est convaincu que on s'en sortira que grâce à un mix énergétique. Il n'y a pas une énergie qui va cannibaliser l'ensemble des autres. C'est pas comme le véhicule particulier où il est possible que le véhicule électrique s'impose dans le poids lourd. Il y aura très certainement un mix entre l'électrique, l'hydrogène, le gaz, etc. Voilà. Et donc, la 4e filière qu'on évoque, c'est la filière hydrogène. Une filière hydrogène qui est un peu moins mature actuellement que les autres, qui est plus au stade expérimental, qui s'est pas mal développée à travers des projets européens avec les autobus, mais quand même nettement moins aujourd'hui dans les camions. Ça reste beaucoup plus anecdotique. Évidemment, un coût à l'achat, on le sait tous, qui est assez prohibitif et qui a un gros frein. Puis le coût du kilo d'hydrogène aussi, qui est assez important et qui plombe un petit peu le TCO de la filière. Et la 5e filière, dont j'aime bien parler, mais qu'on oublie un petit peu et qui est beaucoup plus récente, c'est la filière du rétrofit. Alors qui est vraiment très récente, elle est en train de se mettre en place. On a 3 véhicules lourds, alors 2 autocars, 1 camion,
qui sont soit déjà homologués, soit vraiment en cours d'homologation, et ça va arriver dans les jours qui viennent, donc ça commence à prendre forme. Donc on soutient pas mal de projets là-dessus. On a sorti déjà 2 études sur le sujet, une sur le rétrofit de véhicules électriques à batterie et une sur le rétrofit de véhicules diesel en véhicules gaz, parce que le rétrofit gaz est aussi une forme de rétrofit. Et les 2 études montrent que la filière est très performante sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas de doute là-dessus, et que c'est une filière qui se prête particulièrement bien aux véhicules à forte valeur ajoutée comme les bus, les camions, alors que le véhicule particulier, vraisemblablement, n'a pas trop d'avenir du côté du rétrofit. Donc voilà, on balaye l'ensemble de ces 5 filières et on termine la note par quelques annexes qui, pour moi, sont vraiment peut-être les choses les plus importantes de la note. On a 4 annexes. On en a une qui s'intéresse en fait au rendement énergétique des filières. C'est quelque chose qui est assez peu abordé aujourd'hui. On parle beaucoup de l'aspect CO2, beaucoup de l'aspect financier, mais finalement, de l'aspect énergétique, on en parle très peu. Donc on a voulu se pencher là-dessus. On s'est fait aider d'ailleurs des équipes de Renault Trucks, que je remercie au passage, pour réaliser cela. Et en fait, on montre que parmi toutes les filières que j'ai évoquées précédemment, la filière du véhicule électrique à batterie est aujourd'hui la plus efficiente en termes de rendement énergétique, c'est-à-dire que c'est la filière qui permet de perdre le moins d'énergie entre l'énergie donc primaire de l'éolienne par exemple et celle qui va être restituée à la roue du véhicule. On est sur un rendement de 28%, pour vous donner un ordre d'idée. Et derrière, les 2 autres filières les plus intéressantes sur l'aspect énergétique sont la filière diesel. Voilà, il faut le dire aussi, même si ce n'est pas une filière qu'on veut pousser, mais aujourd'hui, le rendement énergétique pour la production d'un litre de pétrole est extrêmement bon, ce qui fait que ça reste une filière sur le plan énergétique qui est intéressante. Et puis la filière gaz, qui est la 3e filière derrière, qui est aussi très intéressante sur l'aspect énergétique, puisqu'on arrive à 20% de rendement. Voilà, contrairement à la filière, par exemple, hydrogène, où on arrive à des rendements de 8-9%, donc on est un peu moins efficient sur l'aspect hydrogène. Ensuite, on aura une annexe dédiée à l'aspect émissions de gaz à effet de serre. On s'est appuyé là-dessus sur un outil que je cite dans la note, qui a été produit conjointement par l'IFPEN et le CONCAWE, où donc là, on regarde en fait la performance de la filière sur l'aspect CO2, mais dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on prend en compte la fabrication du véhicule, l'utilisation du véhicule, sa destruction, la production du carburant, on prend vraiment tout en compte. Et quand on regarde ça, on a 3 filières qui sortent du lot. On a la filière électrique, la filière hydrogène et la filière gaz, qui sont vraiment les 3 filières les plus efficientes sur le sujet. La filière gaz qui même peut être largement devant toutes les autres, suivant le type d'intrant que l'on considère. Donc certainement une des plus efficaces sur ce plan-là. Voilà, donc une 3e annexe sur l'aspect TCO. Vous savez, le coût total de possession, c'est sûrement aujourd'hui le sujet le plus sensible, notamment sur le véhicule électrique et le véhicule hydrogène. Là-dessus, c'est vraiment très compliqué d'arriver à sortir des ordres de grandeur génériques, parce que suivant les sources que l'on prend, on arrive un peu à dire tout et n'importe quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, aujourd'hui, le véhicule électrique et le véhicule gaz, en termes de TCO, c'est-à-dire de coût total de possession sur sa durée de vie, sont plus ou moins compétitifs du véhicule diesel. Alors surtout le véhicule gaz, le véhicule électrique est encore un peu plus cher. Mais on arrivera vraisemblablement à l'équilibre pour le véhicule électrique en 2030, voire un petit peu avant. Alors que le véhicule hydrogène, ça sera beaucoup plus tardif. Il faudra sans doute attendre 2040 pour arriver à un équilibre au niveau du coût total de possession. Et puis je vais finir avec la dernière annexe, où là, cette fois, on réalise en fait un tableau de comparaison des filières multicritères, c'est-à-dire que dans ce tableau, filière par filière, on va tout prendre en compte. Donc, comme je l'ai dit, l'aspect énergétique, l'aspect environnemental, l'aspect économique, mais aussi l'aspect disponibilité des véhicules, des infrastructures, l'aspect bruit, l'aspect emploi, etc. Donc ça sera un tableau qui sera vraiment très, très générique et qui, je pense, pourront vous donner des chiffres clés à retenir et qui pourront aider en tout cas les transporteurs dans leurs décisions ou leur donner en tout cas des éléments de réflexion par rapport à ce qu'ils veulent faire dans le futur. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je ne veux pas être trop long non plus. Merci Merci. Denis. C'est qu'on est nombreux et qu'on n'a pas énormément de temps. Mais merci beaucoup. De toute façon, je pense que vous aurez tous peut-être à cœur de réagir sur certains chiffres ou voilà, certaines informations énoncées. Avant ça, j'aurais voulu quand même qu'on fasse un petit tour
de table pour revenir sur les enjeux que vous vivez, vous, dans chacune de vos organisations. Peut-être Noémie, vous pourriez nous expliquer, vous, voilà, ce que vous vivez au quotidien chez Epner sur ce sujet de la décarbonation. Alors les enjeux, ils sont de plusieurs natures. Le premier, il est réglementaire, c'est les mises en place des zones à faible émission. C'est ce qui a été un peu un facteur d'impulsion de notre programme de transition énergétique déjà en 2019. Donc oui, il faut se mettre en conformité, surtout faire du ménage aussi sur les vieilles normes euro diesel. Aujourd'hui, on voit que les plannings ils s'allongent. Alors, d'un côté, tant mieux, parce que la marche à franchir est tellement énorme que le fait qu'on ait un peu plus de temps, c'est bien. Et en même temps, on ne ralentit pas non plus la cadence, parce que voilà, il n'y a pas une année à perdre en fait sur tout ce qui est décarbonation. Ensuite, le deuxième enjeu, il est commercial. Nos clients, ils nous demandent déjà les rapports CO2 et puis après, ils nous demandent de les réduire. Donc, à nous de proposer les solutions en utilisant un mix énergétique complet et un cycle report modal. Tout l'enjeu, c'est de réussir à valoriser aussi ces surcoûts qui sont liés aussi à tous ces investissements qu'on réalise dans les camions, dans les bâtiments et dans les infrastructures de recharge. Ensuite, il y a un enjeu technologique parce qu'on passe d'un monde tout diesel à un monde de mix énergétique. Donc, il faut se familiariser avec ces nouvelles technologies. On a des partenaires qui nous aident à appréhender le véhicule électrique, pour le gaz aussi, la cyclo-logistique. Voilà, c'est des nouvelles façons de fonctionner. Et tout ça, ça requiert aussi un changement culturel et un changement d'habitude dans la façon dont on envisage notre travail au quotidien. Je dirais qu'il y a aussi un enjeu collaborateur. On se rend compte aussi quand on recrute, la politique RSE qu'on mène chez Epner, c'est un enjeu de recrutement, d'image de marque employeur, et que si on faisait rien là-dessus, on aurait certainement un petit peu plus de turnover et un peu plus de mal à recruter. Donc voilà, les jeunes et les moins jeunes, même aujourd'hui, ils ont besoin de savoir qu'ils travaillent pour une entreprise qui agit pour la décarbonation et l'environnement. Et puis enfin, l'enjeu budgétaire financier, c'est des millions d'investissements et c'est des surcoûts au quotidien en fait qu'il faut qu'on réussisse à absorber, qu'on arrive à financer. On a des systèmes donc avec l'ADEME aussi pour financer l'acquisition de poids lourds électriques, et cette année on a la chance de pouvoir en bénéficier. Mais voilà, c'est toute une dynamique aussi pour réussir à valoriser tous ces investissements et réussir à trouver la surface financière pour les financer. Voilà. Oui, je prends la suite. Donc, on va retrouver des enjeux qui sont de même nature, mais vus du constructeur, donc ils sont peut-être un peu différents. Ils sont d'abord réglementaires. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation européenne oblige les constructeurs de camions à réduire leurs émissions à hauteur de 15% en 2025 par rapport à une référence en 2019 et de l'ordre de 43% à l'horizon 2030. Donc, c'est quelque chose qui est assez énorme, qui induit de gros investissements. On a cette réglementation qui pèse sur nous aujourd'hui. Au-delà de ça, l'entreprise veut aller plus loin puisqu'elle s'est engagée dans les accords de Paris. Donc elle s'est engagée à augmenter sa part de véhicules électriques. On l'a vu, qui est une solution de décarbonation. Et donc l'objectif, c'est bien à l'horizon 2030, comme il était dit précédemment, d'avoir 50% de véhicules électriques à l'horizon 2030. Quand on a dit ça, en fait, si la contrainte est sur le constructeur, elle va devenir petit à petit sur les transporteurs, sur les chargeurs. C'est vrai qu'il y a une réglementation taxe carbone qui arrive à l'horizon 2027. Donc elle va toucher tous les membres de la logistique, du constructeur jusqu'au chargeur. Donc ça, c'était pour l'enjeu réglementaire. Ensuite, il y a, comme l'a dit Noémie, il y a des enjeux d'ordre financier. Et de notre côté, c'est des centaines de millions d'euros qui ont été investis pour développer des solutions électriques, parce que c'est quand même celle qui demande le plus de changements par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est aussi pour faire évoluer l'outil industriel, mais c'est aussi pour changer, faire évoluer nos garages pour pouvoir entretenir et réparer des véhicules. Et puis enfin, bien sûr, il y a un enjeu humain, parce que ce sont des nouvelles compétences. Donc c'est un investissement sur des dizaines de milliers d'heures de formation pour apprivoiser l'électrique, comprendre ce qu'il y a derrière,
Et au-delà de ça, le plus important, je crois que c'est avant tout, c'est donner un sens à nos collaborateurs, parce que c'est assez violent finalement. C'est une grande transformation. On remet en jeu parfois la compétence de certains, notamment au niveau développement. Et l'idée, c'est vraiment les accompagner, donner du sens et faire cet élan vers la décarbonation. Anjali, je vous laisse peut-être enchaîner. Puis bonjour et bienvenue du coup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors oui, donc pour revenir, j'ai présenté très brièvement France Hydrogène. Donc voilà, on est une association qui regroupe 460 acteurs positionnés sur la chaîne de valeur hydrogène, dont 200 membres positionnés sur la mobilité routière. Donc nous comptons parmi nos membres des constructeurs, des équipementiers, mais également des opérateurs de flotte au sein d'un sous-groupe de travail dédié à la mobilité routière. Et pour revenir justement sur les enjeux de décarbonation, comme l'a rappelé Eric, il y a un contexte réglementaire et législatif en cours qui est de plus en plus incitatif finalement à la décarbonation du transport routier lourd. On a eu l'adoption du règlement sur les normes d'émissions de CO2 des poids lourds. Et au niveau français, on a la finalisation des objectifs de la stratégie nationale bas carbone avec des objectifs de réduction par secteur et pour le véhicule lourd. Et plus spécifiquement à l'hydrogène, on a actuellement la révision de la stratégie hydrogène qui a clairement identifié la pertinence des solutions pour les usages intensifs, donc notamment certains VUL, donc véhicules utilitaires légers, et les véhicules lourds. Et dans ce contexte dans lequel on s'inscrit, l'objectif sera de lancer le déploiement d'une filière, donc une filière avec les solutions hydrogène, et le lancement d'une chaîne de valeur en s'appuyant justement sur les efforts qui ont déjà été consentis en soutien à l'offre de véhicules. On a notamment plusieurs équipementiers positionnés en France, donc Forvia, Symbio, et des constructeurs, des champions français, donc Renault et Stellantis. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur ces efforts industriels qui ont été consentis et de soutenir la demande pour créer et lancer une chaîne de valeur souveraine. Voilà. Merci. Sans surprise, le même type d'enjeu en fait pour la filière mobilité biogaz. Beaucoup d'enjeux réglementaires effectivement, avec du positif, du plus dubitatif, je dirais. Au niveau européen, pour la filière biogaz, effectivement, les signaux envoyés par le règlement en cours d'adoption sur les véhicules lourds n'est pas le meilleur signal qu'on pouvait attendre pour développer la filière, malgré tous ces avantages, notamment, c'est souvent repris dans les différentes études, un avantage de 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport au diesel quand on est sur des solutions biogaz. Malheureusement, au niveau européen, c'est une méthodologie très basique au pot d'échappement qui a été retenue et pas une analyse de cycle de vie qu'on aurait évidemment préféré. Donc cet enjeu réglementaire au niveau européen, des enjeux réglementaires au niveau français avec des signaux en revanche beaucoup plus positifs sur la tiers verte par exemple qui vient d'être ouverte au biogaz dans le cadre du projet de loi de finances, donc ça c'est acté. Maintenant évidemment des gros enjeux dans la mise en œuvre et on va travailler avec l'administration sur comment on rend ça concret et efficace pour continuer à promouvoir la filière biogaz. Et je dis d'ailleurs la filière biogaz, en fait c'est la filière gaz, puisqu'on a encore des volumes qui sont vendus en gaz gris, entre guillemets, qui permet déjà une réduction des émissions. Mais comme ça a été plusieurs fois cité, en fait, le vrai avenir de la filière, il est dans le bio. Et cette part de biogaz, alors on est en retard aussi pour annoncer nos chiffres officiels, mais je dirais, sans certitude scientifique en l'attente des chiffres officiels, on est à peu près à 50% des volumes en GNC qui sont passés en bio en 2023. Et sur l'ensemble du marché, donc GNL et GNC compris, on dépasse largement le tiers, d'après toutes les remontées de nos adhérents, on dépasse largement le tiers des volumes vendus en bio. Et c'est une croissance qui ne se dément pas d'année en année. Et ça, c'est un objectif majeur pour répondre aux besoins en fait, du marché de solutions vertes, sur étagère et efficientes. Merci Erwan. Alors, on a bien posé le contexte, les enjeux. L'intitulé de la conférence est quand même
le focus sur un panel de solutions. Du coup, j'aimerais bien qu'on rentre dans le concret, et on a la chance d'avoir des intervenants quand même assez complémentaires. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir les solutions du côté constructeur. Et puis après, je vous laisserai un peu enchaîner, mais voilà, nous expliquer un peu quelles sont les actions concrètes, les projets en cours, les solutions trouvées sur le sujet. Alors, les solutions aujourd'hui, il y en a. On les propose. Donc forcément, on va parler de l'électrique. Aujourd'hui, on propose une gamme de 44 tonnes jusqu'à la cyclologistique en fabriquant et distribuant le véhicule, le vélo cargo Frigone, qui est fait par Cluster, qui est exposé ici. Donc on a une offre électrique, on a aussi de l'offre sur du B100, donc un agrocarburant. On a également donc des offres gaz. Donc aujourd'hui, il y a déjà un panel de solutions qui existe, et quand on travaille avec notre client pour regarder son usage, en fait on trouve en 80% des cas une solution. Alors forcément, ces énergies n'ont pas le même pouvoir de décarbonation. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Aujourd'hui, si on prend un peu de recul, on a déjà à l'échelle européenne 1000 véhicules qui tournent, 1000 véhicules électriques qui tournent. Donc ça fait plus de 14 millions de kilomètres. Donc on a déjà un bon retour sur ces véhicules. Ça nous a permis déjà de décarboner 13 000 tonnes de CO2. Donc en 2 ans, on va dire à peu près en moyenne, puisqu'on a commencé il y a 3 ans, mais le temps que les véhicules soient sur la route. Donc on a ces solutions, et il ne faut pas attendre en fait. Surtout, c'est qu'on peut toujours attendre que la technologie nous permette d'avoir de plus grandes autonomies ou autres. On répond déjà à des besoins, la technologie va évoluer, mais elle va être forcément plus chère, parce que voilà, il y a un temps de maturation de la technologie. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on y aille petit à petit, et quand c'est compatible, et encore une fois on trouve des solutions, c'est déjà de démarrer, d'apprendre, et après de progresser. Et après, au-delà de la solution technique, il faut aussi des solutions d'avitaillement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et notamment pour l'électrique. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Denis. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a les constructeurs qui sont alliés pour créer une société, Mylands, qui s'engage à mettre 1700 points de charge d'ici fin 2027. Donc c'est en route. Il y a aussi une réglementation AFIR européenne qui impose d'avoir des solutions de recharge électrique tous les 100 km sur certains axes, les gros axes, et 60 km sur d'autres axes. Donc la machine est en route, et donc il faudra bien avoir la solution technique et la solution d'avitaillement. Alors, il n'est pas là, mais Vinci Autoroute bosse bien sur le sujet des bornes de recharge. Oui, tout à fait. Il y a aussi, bien sûr, Vinci. Donc les projets en cours chez Epner, alors déjà pour situer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui sur les 300 camions qu'on utilise en France, 70% roulent avec une énergie alternative. Donc c'est 40% de gaz, dont la moitié de biogaz. L'objectif, c'est de passer à 50% complètement biogaz d'ici à 2025. Et donc là, on a aussi un programme d'accompagnement de nos sous-traitants pour les convertir aussi à l'utilisation de biogaz. On a aussi du XTL qu'on utilise sur 30% de nos véhicules. Donc là, très, très simple en fait, on met dans une cuve diesel, c'est miscible et on roule soit à l'XTL, soit au diesel. C'est assez simple et ça fonctionne bien. Et puis on travaille sur l'intégration de poids lourds électriques. Donc comme je disais tout à l'heure, on est lauréat de l'appel à projet. Ça va nous permettre d'accueillir d'ici à la fin de l'année 2025 16 poids lourds électriques. Ça représente 7% de notre flotte. Ça peut vous paraître faible, mais en fait c'est des investissements énormes. Donc comment on se prépare à l'intégration de ces véhicules électriques ? Déjà, on a une convention à signer avec l'ADEME, on a des commandes à passer, on a des budgets à faire, on a des travaux à réaliser pour installer des infrastructures de recharge, c'est des millions d'euros. Et puis, ce qu'on fait déjà en ce moment, c'est des tests de poids lourds électriques en ce moment même à Lille avec donc Renault Trucks et on teste aussi des infrastructures de recharge de différents types, dont des infrastructures mobiles qui permettent peut-être de réduire aussi les coûts liés aux infrastructures. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de continuer à diversifier notre mix. Moi, j'anticipe que d'ici à 2030, il nous restera plus que 10% de diesel dans notre flotte.
Ensuite, sur le diesel, qui représente encore aujourd'hui 30% de notre flotte, et sur l'ensemble en fait de nos véhicules, on travaille sur l'éco-conduite. Ça peut paraître basique, mais en fait, c'est un travail du quotidien, de longue haleine et de management des conducteurs. On peut réduire de 10 à 15% les consommations de carburant grâce à l'éco-conduite et en intéressant vraiment les conducteurs. C'est basique, mais ça marche en fait, et c'est vraiment de la longue haleine. Ensuite, on travaille aussi sur la montée de la cyclo-logistique. Aujourd'hui, on utilise la cyclo-logistique. Boubou. Si, c'est bon. Dans une vingtaine de villes en France. Et vous savez qu'avec les Jeux Olympiques, la cyclo-logistique va vraiment être un maillon incontournable en fait. On va pouvoir apporter du fret près des zones bleues, près des zones rouges et faire tourner des vélos autour. Donc on monte vraiment en puissance aujourd'hui. À Paris, c'est 20 pauses par jour. D'ici le mois de juin, on sera à 100 pauses par jour et on continue de travailler dans plusieurs villes en France. Voilà. Et puis on continue bien sûr d'accompagner nos sous-traitants. Comme je disais, on est commissionnaire de transport, donc on s'appuie sur des partenaires. Si nos sous-traitants, qui sont souvent des petites entreprises, ne réussissent pas à aller chercher les financements, les subventions, acheter des véhicules neufs, eh bien on aura raté la transition énergétique, parce que c'est pas avec nos 300 camions qu'on va vraiment changer le monde. Il faut vraiment qu'on embarque tous nos sous-traitants. Donc ça, c'est vraiment un travail aussi du quotidien qu'on a commencé en 2019 déjà. Et puis, on parle de la France, mais en fait, quand on est un groupe international, on a aussi l'Allemagne qui est un de nos gros marchés. Aujourd'hui, on est très avancé quand même en France, il faut s'en rendre compte. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'en Allemagne, ils sont très très en retard, mais j'ai quand même dans ma feuille de route l'ambition d'avoir un plan de décarbonation à l'échelle européenne. Donc ça, c'est vraiment un projet qui va être structurant et qui prendra aussi tout son sens, parce que c'est pas qu'au niveau France qu'on va réussir alors on n'en rayera pas le changement climatique, et d'ailleurs il va falloir s'y adapter aussi, mais voilà, il faut qu'on voit beaucoup plus grand en fait, et pas que au niveau de la France. Au niveau du bio-GNV, quelles sont un peu les actions, les projets, en tout cas ce qui vous fait avancer là? Alors il y a tout un ensemble de groupes de travail au sein de l'association. Il y a beaucoup de sujets pour poursuivre la logique de développement. Le rétrofit en est un. Ça a été évoqué, c'est une vraie piste intéressante, notamment pour les véhicules utilitaires légers. L'application de la tire ouverte, comme je disais, qui est vraiment un levier très important pour poursuivre le développement du secteur. Comment on va la mettre en œuvre concrètement? Il faut donner de la visibilité aux transporteurs, notamment sur cet aspect-là. Et puis plus globalement, donner de la visibilité à l'ensemble de la filière, notamment pour les contrats d'achat de biogaz, puisqu'on sera dans la même logique finalement que vous pouvez connaître en électricité pour les énergéticiens avec les PPA, mais là c'est des BPA, donc ce sont des contrats d'achat gaz de long terme de biogaz. Et là il faut qu'on donne de la visibilité aux méthaniseurs pour qu'ils continuent à investir dans une filière qui est en plein développement et qui assure une ressource largement suffisante pour nos besoins. Donc un besoin de visibilité. Et puis poursuivre également au niveau des constructeurs, puisque là on a un peu plus de 36 000 véhicules qui roulent actuellement, à l'instant où je vous parle, en France au gaz, dont 11 000 poids lourds, un peu plus de 11 000 poids lourds. Et encore une fois, les chiffres ne sont pas tout à fait officiels, mais on a des remontées suffisantes de nos adhérents pour indiquer que c'est le segment qui se développe le plus vite sur les immatriculations de véhicules biogaz, puisqu'on est à peu près à plus de 22% entre 2022 et 2023. Donc cette dynamique, elle se poursuit. C'est important qu'on ait des constructeurs avec nous, justement, et il faut aussi qu'on ait une taille critique pour ce marché, c'est très important, pour continuer à assurer notre part dans le mix énergétique pour décarboner le transport. Et en le faisant à un coût qui est finalement assez raisonnable, à la fois pour les finances publiques et également pour les acteurs privés, puisqu'on a une solution qui est à peu près à 15% au-delà de la solution diesel que l'on souhaite tous remplacer en fait. On reviendra sur cette notion aussi de démarche un peu collective, collaborative pour avancer. Plus vite, je ne sais pas, mais mieux. Anjali, côté hydrogène, quels sont les projets, en tout cas les sujets sur lesquels vous travaillez plus spécifiquement, qui pourraient amener des solutions pour le secteur du transport routier? Alors justement, comme vous l'avez rappelé, il y a
évidemment ce problème de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire à la fois fournir une offre de véhicules et un réseau de stations déployées afférents. Donc ce problème nécessite d'avoir une approche globale. Et en fait, au niveau chez France Hydrogène, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de trouver des leviers qui soient à la fois complémentaires et qui répondent à l'ensemble de ces solutions. Et dans notre réponse à la consultation, à la révision à la stratégie nationale hydrogène, nous avions proposé un plan mobilité qui propose une combinaison de dispositifs ciblés et complémentaires qui permettent de déployer de manière optimale à 2030 les VUL, les camions de distribution régionaux et de distribution régionale et les tracteurs long courrier. Alors ces mécanismes, ils partent d'un postulat de départ qui est assez simple et je pense inhérent à toute solution technologique. Il repose sur l'existence de 3 postes de surcoût, des surcoûts sur 3 postes de dépenses. Donc voilà, sur le véhicule, l'achat du véhicule, les stations, le coût des stations et le poids du carburant. Et en fait, l'idée serait de ramener la source du surcoût à un seul poste de dépenses et de faire des 2 autres postes de dépenses un levier de compétitivité. Alors ce mécanisme, en fait, il repose aussi sur la prise d'engagement réciproque entre l'ensemble des acteurs, donc des constructeurs, des équipementiers, des logisticiens, des gestionnaires de flotte et de stations, au sein d'une coalition qui serait pilotée par l'État et la bonne utilisation, on va dire, du mécanisme de la Tiruert qui permettrait de valoriser le prix donc, de l'hydrogène délivré à la pompe. Et en fait, avec la conjonction de l'ensemble de ces dispositifs, cela permettrait en fait de lancer les premières commandes, d'enclencher les premières commandes, à la fois pour les véhicules et d'avoir le bon maillage en fait de stations et de créer, on va dire, un premier marché à 2030. Donc voilà le principe général, on va dire, des leviers proposés. Ce sujet du maillage. Merci. Oui, sur le sujet du maillage, on a plusieurs adhérents qui regardent les solutions multi-énergie justement pour assurer la transition. Et le maillage actuel au niveau bio-GNV, il est assez intéressant puisqu'on est à plus de 600 stations, presque 700 en France, dont en gros la moitié de privatives et la moitié de publiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement les stations publiques, notamment pour les transporteurs. Et là, on a plus de 40 nouvelles stations qui ont été installées l'année dernière. Et cette dynamique se poursuit, donc ça, c'est extrêmement positif pour assurer un maillage cohérent du territoire français. C'est bon, ça fonctionne. Chez Renault Trucks, chez Epner, vous, qu'est-ce qui peut être vu comme un point bloquant, un frein, une contrainte par rapport à tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu, enfin, vous pouvez pas avancer au rythme où vous le voulez? Clairement le frein budgétaire. Faut savoir qu'un poids lourd électrique, même après subvention, il reste 40% plus cher dans son usage complet, en coût total de possession qu'un véhicule diesel. Donc voilà, il faut qu'on réussisse à faire converger ces coûts pour qu'on ait de moins en moins d'écart entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Et puis ensuite, le frein, il est technologique, c'est que faut quand même pas oublier qu'on peut pas mettre de matière dangereuse dans un poids lourd électrique. Donc voilà, là on a le biogaz et on a le biocarburant qui nous permettent aussi de transporter ce fret qui peut pas passer dans un poids lourd électrique. Et puis on a aussi besoin d'une puissance électrique sur les sites et donc de rajouter des transformateurs et de rajouter des bornes électriques. Voilà, ça c'est des coûts qui sont vraiment uniquement liés à la mobilité électrique. Voilà, donc frein technologique, frein d'infrastructure et frein budgétaire. Oui, donc j'ai quelques éléments communs, donc je vais essayer de compléter. Donc forcément, il y a cette problématique, en fait, dire budgétaire. Donc il faut que la solution soit viable techniquement et soutenable financièrement. Et aujourd'hui, on a encore besoin effectivement des aides de l'État, notamment, on l'a vu avec bonus écologique, maintenant remplacé par les appels à projets pour pouvoir mener à bien ces projets de décarbonation. Il faut aussi que les gens, les banques jouent leur rôle, parce que je pense qu'elles peuvent jouer un rôle là-dessus en encourageant les initiatives de leurs clients qui décarbonent. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi ici. Après, l'enjeu, il est aussi, c'est un enjeu de transformation, c'est la gestion du changement et un peu pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait
Si on était dans une solution toute électrique et il fallait passer au diesel, ce serait quelque chose de très compliqué. Moi, je pense qu'on dirait, voilà, ça pue, il faut aller aux stations pour faire le plein, c'est dangereux, c'est un liquide inflammable. Donc c'est vraiment une gestion du changement, donc il faut accompagner, il faut modifier notre logiciel. Ce n'est pas un reset complet, il faut y aller progressivement, en faisant des mises à jour progressivement. Et c'est pour ça l'idée encore d'y aller progressivement vers des solutions, on va dire, plus viables d'un point de vue environnemental. Alors, je suis désolée, on est un peu court. Il nous reste 5 minutes. À votre avis, sur quoi repose la réussite de ce chemin de croix quand on a préparé l'entretien, on s'est tous dit que voilà, fallait la jouer collective. D'ailleurs, c'est assez, vos différentes organisations, votre présence ici, c'est assez représentatif du fait qu'il y a une notion de collaboration qui est prégnante. Qu'est-ce que vous pourriez chacun avancer sur ce sujet pour conclure déjà ? Si je peux enchaîner, donc je pense qu'effectivement la collaboration est importante entre tous les acteurs de la chaîne logistique, chargeurs, transporteurs et constructeurs. Pour les appels à projets, typiquement, on a travaillé avec Epner pour essayer de maximiser les gains d'émissions en revoyant les tournées, en regardant sur chacun des sites, et les équipes de Renault Trucks ici, Grand Paris, pour regarder sur chacun des sites comment apporter une solution d'infra de recharge. Donc cet élément est très important. Après, j'en appelle aussi aux chargeurs, puisque c'est un salon de chargeurs, essentiellement. C'est qu'ils ont un rôle à jouer, ils le jouent. C'est en revoyant justement l'exploitation des véhicules pour pouvoir réduire les émissions, pour pouvoir mettre dans les cahiers des charges des incitations à baisser justement le niveau d'émissions de CO2. Je pense qu'il y a aussi à travailler sur la durée des contrats. On sait qu'on a les énergies que l'on propose alternatives, elles sont moins chères en énergie. Le business model est fait que l'énergie est moins chère, donc il faut plutôt rallonger les contrats pour que ce soit économiquement viable. Et puis aussi, un point important, et certains ont commencé à le faire de plus en plus, c'est de pouvoir installer des infras de recharge sur leur site, et pas simplement que les transporteurs payent le prix de ces installations et que ça repose sur eux. Voilà ce que... Je suis d'accord avec tout. J'ai rien à rajouter. Ouais. Erwan ? Oui, non, vraiment, pareil. Complémentarité des différentes énergies, des différentes solutions, en fonction des cas d'usage notamment, et la nécessité, en particulier pour les pouvoirs publics, d'écouter le terrain, en fait, d'écouter les acteurs de terrain, avec leurs contraintes, les solutions qu'on essaie de trouver, et le faire à un rythme raisonnable. Anjali, Denis, si vous voulez compléter avant qu'on se dise au revoir. Oui, côté ADEME, on essaie d'accompagner les partenaires au mieux. C'est pas toujours évident, donc on les accompagne certes financièrement. C'est le cas de l'appel à projet écosystème poids lourd électrique. Mais il n'y a pas que de l'accompagnement financier. On est là aussi pour mettre en relation certains partenaires qui ont des compétences complémentaires pour faire naître des nouveaux projets. Mais également, on essaie d'être force de proposition au niveau du ministère sur certaines choses. Je pense notamment à la filière rétrofit qui a évolué un petit peu récemment au niveau de la réglementation. On est conscient qu'il y a des choses à faire évoluer pour faire émerger la filière. Et donc, on essaie de travailler en commun accord avec la DGEC pour justement faire évoluer cette réglementation et faciliter quelque part le travail de tout le monde. Donc voilà, on essaie vraiment d'accompagner au mieux les acteurs et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on a rédigé la note qui est en fait un outil d'aide à la décision. Voilà. Donc sur la démarche collaborative, justement, c'est le cœur de notre métier et c'est notre rôle en tant que représentant de filière. Et j'ajouterai juste un dernier mot sur, vraiment j'insisterai sur le côté avoir une vision avec une planification territoriale, c'est-à-dire qu'il faut planifier et mettre en ordre de marche dès maintenant en fait pour pouvoir structurer la filière ou quel que soit le type de filière ou de solution technologique, planifier et mettre autour de la table, réunir tous les acteurs, donc avec au sein des coalitions qui étaient proposées pour la filière hydrogène. Mais voilà, justement mettre autour de la table tous les acteurs, donc les chargeurs, les gestionnaires de stations, les constructeurs, les équipementiers et l'État aussi en tant qu'accompagnateur. Voilà. Merci Anjali, merci Eric, merci Noémie, merci Erwan, merci Denis. On est tout pile. Si vous avez des questions, je vous invite à venir voir directement les intervenants puisque nous arrivons au terme de notre conférence. Merci à tous.